Jugement dans la profanation du cimetière juif de Carpentras. Les 4 skinheads mis en cause, condamnés à des peines de 20 à 24 mois de prison ferme. Les législatives anticipées, premier grand meeting de la campagne ce soir. Alain Juppé est à Marseille et Lionel Jospin est à Sarcelles. Un nouveau sondage donne une victoire d'extrême justesse en siège pour l'actuelle majorité. Vers 20h20, débat sur France 2 entre François Bayrou et Martine Aubry. Dans l'actualité également, l'exploit réalisé cet après-midi par Fabrice Santoro qui a sorti Sergi Bruguera de l'Open de Monte-Carlo. Madame, Monsieur, bonsoir. 11 ans après la catastrophe de Tchernobyl, il existe encore en Europe et notamment en France des taches de contamination selon les relevés de l'ISPN, l'Institut de protection de la sûreté nucléaire. José Blanc-Lapierre. Le nuage de Tchernobyl est bien passé sur la France. La preuve, des traces de radioactivité ont été décelées dans le Mercantour. L'information a été révélée l'année dernière, seulement 10 ans après la catastrophe. Démonstration dans ce laboratoire de Valence où des scientifiques indépendants analysent des échantillons de terre. Nous avons là un échantillon de sol ordinaire sur lequel on va faire une analyse radiométrique et le résultat est de 50 chocs par seconde, c'est le niveau normal. On va maintenant procéder à la même mesure sur des échantillons provenant du Mercantour et vous voyez tout de suite la différence. Le niveau radiométrique est considérablement plus élevé. Aujourd'hui, ces chercheurs font d'autres révélations. Le massif des écrins est contaminé lui aussi, mais plus faiblement. Quant aux champignons prélevés dans ces endroits, 4 échantillons sur 20 montrent un taux de radioactivité supérieur aux normes, à l'origine, pas seulement Tchernobyl. On trouve aussi du plutonium, de l'américium 241, qui proviennent, eux, par contre, des retombées plus anciennes, des explosions militaires atmosphériques des années 50-60. Aujourd'hui, les autorités ne contestent pas ces informations, mais elles assurent que les niveaux constatés restent sans danger. À Angers, environ 250 agriculteurs ont vidé plusieurs entrepôts du marché d'intérêt national, répandant sur le sol des centaines de kilos de légumes importés. Ces producteurs entendaient ainsi demander un meilleur contrôle des importations et protester aussi contre la faiblesse des prix payés par la grande distribution. Les agriculteurs s'inquiètent également du télescopage avec les productions méditerranéennes de fruits et légumes en raison des conditions météo exceptionnelles cette année. Météo France annonce des averses éparses ce week-end et surtout la fin des gelées. Des gelées nocturnes, à cette époque, cela n'a rien d'exceptionnel. Demain, ce sont les saintes glaces. Le problème, c'est que cette année, le gel a touché une végétation précoce sur un sol desséché. Reportage Mathieu Huchet, Alain Locatio. Comme beaucoup de viticulteurs, Philippe n'a pas été épargné par les gelées nocturnes. Résultat, sur 56 hectares de vignes, 15% environ des bourgeons ne donneront pas de grappes. Des gelées qui n'ont rien d'exceptionnel en avril, mais qui coûtent cher cette année, car beau temps oblige, les vignes sont en avance. Cette année, depuis le 7 mars, les vignes sont en sève, ce qui est assez exceptionnel, et donc on démarré végétativement très tôt, ce qui a augmenté le risque de gelée à cette saison. Il faut savoir que certaines années, par exemple en 82, la vigne, au 1er mai, n'avait pas encore poussé. Comment expliquer une telle vague de gelée alors que la France subit une sécheresse de plein fouet? Depuis mi-avril, si durant la journée les températures restent conformes à la saison, la nuit, le froid s'est installé à l'image des climats désertiques. Les experts n'hésitent pas à faire la comparaison. Dans le Sahara, comme dans le sud-est actuellement, qui souffre d'une importante sécheresse, il n'y a pas de vapeur d'eau dans le sol pour limiter cette baisse de température. Elle est donc très importante et le seuil de la gelée est atteint. Pour les prochains jours, des nuages et quelques pluies devraient traverser le territoire avant le retour du soleil. Mais tous les agriculteurs vous le diront, pour être sortis d'affaires, il faudra attendre la mi-mai, la fin des saintes glaces. Les salariés belges de l'usine Renault de Vilvoorde ne veulent pas se faire oublier. En grève pour la journée, plusieurs dizaines de salariés ont forcé, vous le voyez, l'entrée de l'hôtel de ville de Lille. Furieux apparemment de l'absence du maire Pierre Mauroy, les manifestants ont cependant pu rencontrer son directeur de cabinet dans le hall de la mairie avant l'intervention musclée des forces de l'ordre qui a fait 4 blessés. À la SNCF, la grève des contrôleurs a passablement perturbé le trafic aujourd'hui. La direction de la SNCF ayant accepté d'avancer une table ronde, la grève pourrait prendre fin normalement demain, mais rien n'est moins sûr. Précision Pascal Golomer. Une grève très suivie et quelques mauvaises surprises pour les voyageurs parisiens. En tout cas, sur les grandes lignes. Un train sur 3 en moyenne, y compris pour les TGV.
Les trains de banlieue ont pu rouler comme prévu, presque normalement. Grosse perturbation, en revanche, dans les régions. En Rhône-Alpes, par exemple, 90% des contrôleurs se sont mis en grève. À Lyon, les quais de la gare étaient quasiment déserts aujourd'hui. À Saint-Étienne, la SNCF proposait des liaisons par car pour remplacer les trains régionaux annulés. En Bretagne aussi, les liaisons ferroviaires étaient quasi paralysées. À Rennes, une poignée de grévistes ont même bloqué pendant quelques minutes un des rares TGV qui a pris le départ aujourd'hui. 85% de grévistes en région Aquitaine Poitou-Charentes, des grévistes qui, comme tous leurs collègues en France, réclament des augmentations de salaire et de meilleures grilles d'avancement compte tenu de l'évolution du métier. À Nice, ces contrôleurs, en grève à 100%, viennent de reconduire le mouvement pour 24 heures. Plusieurs régions devraient les imiter dans les prochaines heures. La direction de la SNCF prévoit donc pour demain de nouvelles perturbations sur tout le réseau, tout en proposant une rencontre avec les syndicats la semaine prochaine. Grève également demain et samedi d'une partie des pilotes d'Air France Europe, l'ex-compagnie Air Inter. Ces pilotes protestent contre les modalités de leur intégration dans le groupe Air France. 45% des vols environ devraient être assurés. Une grève qualifiée d'absurde par la direction d'Air France qui enregistre avec satisfaction le retour à l'équilibre financier cette année. Air France qui prévoit de dégager un bénéfice net de 500 millions de francs l'an prochain. Épilogue judiciaire de l'affaire de la profanation du cimetière juif de Carpentras. Les 4 skinheads ont été condamnés à des peines de 20 à 24 mois de prison ferme. Reportage Valérie Hermite, Éric Giorgio. Plus que quelques minutes et Madeleine Germont connaîtra l'épilogue judiciaire de la profanation de la tombe de son mari. À 1 mois près, c'était il y a 7 ans. Que ça finisse, je n'en peux plus, je suis fatiguée. J'en ai assez. Et je voudrais quitter Carpentras. Le tribunal vient de condamner à 2 ans de prison ferme, soit la peine maximale, Olivier Fimbry et Patrick Laonegro. Qu'est-ce que c'est 2 ans de prison? Avec ce qu'ils ont fait, je comprends rien à la justice française, moi. Qu'est-ce que vous auriez préféré? Ben, je ne sais pas, finalement je ne sais plus rien. Ils m'ont rendu folle, moi, c'est pas difficile. Elle ne sait plus très bien quoi penser, Madeleine Germont, à la fois déçue tout en ne regrettant pas le pardon qu'elle leur a accordé. Au même moment, au palais de justice de Marseille, le jugement vient de tomber. 2 ans, le maximum pour Fimbry et Laonegro, les plus déterminés, ceux qui, selon le tribunal, semblent encore inspirés par les relents de leurs pensées. 20 mois pour Garnier et Nouveau, ceux qui ont demandé pardon. Puisqu'on a châtié avec cette peine de 2 ans d'emprisonnement les mains qui ont agi, il espère que ce procès aura un enseignement pour les têtes qui pensent, c'est-à-dire pour ceux qui véhiculent une idéologie pareille. À Carpentras, cette fois, le maire respire. La ville pourra peut-être enfin tourner la page. L'image de Carpentras était salie, il faut bien le dire, et on était un point noir sur la carte. Donc j'espère qu'aujourd'hui, les Français verront d'un œil neuf et d'un œil nouveau notre ville. Madeleine, elle, a pardonné mais n'a rien oublié. Elle voudrait maintenant quitter la ville, mais le pourra-t-elle vraiment? Un grave incendie s'est déclaré en fin d'après-midi en banlieue parisienne dans un bâtiment du groupe AB Satellite, un groupe qui produit entre autres la série Hélène et les garçons. Au moins 150 personnes ont été évacuées, 2 ont été gravement intoxiquées. Les pompiers craignent que certaines personnes soient restées bloquées à l'intérieur de ce bâtiment. En Algérie, les tueries succèdent aux tueries. Au moins 140 personnes ont été massacrées en 2 jours dans les villages de la région de Blida et de Médéa. Un massacre à la hache et au sabre qui illustre l'impuissance des forces de sécurité algériennes à stopper le carnage. Début de polémique au Pérou après l'assaut mené pour libérer les otages de l'ambassade du Japon. Opération qualifiée d'exemplaire par le président péruvien Fujimori. Mais selon certains otages, les membres du commando qui voulaient se rendre ont été abattus. Dorothée Olyric. Pour le président péruvien Alberto Fujimori, l'heure n'est plus à l'exaltation. En se rendant à la résidence, il sait qu'il doit répondre aux questions, aux interrogations dans un bâtiment dévasté. Comment a-t-il préparé l'assaut avec les services secrets et les unités spéciales? Quel était le plan d'attaque? Il n'y avait pas 1, mais 5 tunnels avec de multiples ouvertures pour permettre la sortie synchronisée des commandos. Il y avait aussi des micros. Quant aux forces spéciales, elles répétaient inlassablement l'opération depuis des mois. L'ordre était de tuer tous les preneurs d'otages, de ne faire aucun prisonnier. Certains jeunes membres du mouvement Tupac Amaru auraient tenté de se rendre, mais les commandos ont fait feu. Le leader Serpa Cartolini a également été abattu d'une balle dans la tête.
Plus que la polémique, c'est le syndrome de Stockholm. Pour les ex-otages, sains et saufs, il est en effet difficile de voir les cadavres de leurs geôliers sous des sacs plastiques. Pour eux, c'étaient des gamins de la forêt, embrigadés, qui n'avaient plus la perception de la réalité. En 126 jours, des liens s'étaient créés. Les premiers jours, j'ai eu le temps de me poser pas mal de questions. Et s'ils me libéraient, moi, j'y vais ou je reste? Je doutais. Parce que je me disais, si je m'en vais, les autres otages n'auront plus personne pour dire la messe. Aujourd'hui, les Péruviens ont pu voir le cercueil du président de la Cour suprême, seul otage décédé pendant l'assaut. Il sera enterré en même temps que les 2 militaires qui ont donné leur vie pour sauver 71 otages. Bill Clinton s'est entretenu brièvement avec le Dalai Lama à la Maison-Blanche, une rencontre discrète mais lourde de conséquences politiques. Pékin en effet voit rouge et proteste vivement contre la présence même aux États-Unis du Dalai Lama qui se livre à des menées séparatistes. Bill Clinton a au contraire promis au chef spirituel des Tibétains d'encourager les dirigeants chinois à ouvrir le dialogue avec lui. En Grande-Bretagne, la plupart des sondages donnent une large avance aux travaillistes à une semaine des élections générales le 1er mai. C'est donc Tony Blair qui devrait, selon toute probabilité, être nommé Premier ministre après 18 ans de gouvernement conservateur. Un travailliste qui s'est beaucoup resserré vers le centre droit. Reportage de notre correspondant permanent Étienne Hénart. Ce jour-là, Luton attendait avec gourmandise l'arrivée de Tony Blair. À une semaine des élections, le chef de l'opposition bat inlassablement la campagne, encouragé par des sondages plutôt favorables. Un certain sens de la mise en scène pour donner confiance à ceux qui réclament le changement. Que préférez-vous? Vous réveiller le 2 mai avec pour 5 années supplémentaires le gouvernement le plus discrédité et le plus corrompu de l'histoire, ou vous réveiller avec un gouvernement travailliste qui redonnera l'espoir que tout le pays attend? Le boom économique revendiqué par les conservateurs n'est pas arrivé jusque dans cette ville de la grande banlieue de Londres et ceux qui sont venus veulent parler école, travail et santé. Mr. Blair, j'ai toujours soutenu les conservateurs, mais maintenant, mon père est malade. On est allé à l'hôpital, il n'avait plus d'argent, plus de lits. Je ne peux rien faire ni pour vous ni pour votre père si je ne suis pas élu le 1er mai. J'ai quelques doutes sur son programme parce que je suis ce qu'on appelle une vieille militante travailliste, mais pour l'instant, nous devons le suivre. Dans ses clips de campagne, Tony Blair cherche d'abord à inspirer confiance et à ratisser large. Dans leur voiture de luxe, des businessmen témoignent de leur soutien. Et les travaillistes ont même ressorti le bulldog puissant et patriote pour convaincre que Tony Blair ne vendra pas le Royaume-Uni à l'Union européenne. Je suis un patriote et je suis fier d'être un patriote. J'aime mon pays et je placerai toujours l'intérêt du Royaume-Uni devant tout le reste. Tony Blair le répète à ses militants, la politique ne sert à rien si vous ne gouvernez pas. Il y a 5 ans, le Labour ultra favori avait fini par perdre. Et c'est au centre droit de l'échiquier politique qu'il sait cette fois avoir une bonne chance de l'emporter. Dans un petit instant, retour à la campagne électorale avec ce soir les 2 grands premiers meetings, Alain Juppé à Marseille et Lionel Jospin à Sarcelles, avant le débat qui opposera sur notre antenne Martine Aubry à François Bayrou. Auparavant, 2 mots de l'actualité sportive, avec tout d'abord en tennis. L'exploit réalisé cet après-midi à l'Open de Monte-Carlo par Fabrice Santoro qui, après avoir sorti Thomas Muster, a dominé l'Espagnol Sergi Bruguera en 3-7. Une victoire qui lui ouvre les portes des quarts de finale. Fabrice Santoro affrontera un autre Espagnol, Carlos Costa, qui a éliminé le Français Arnaud Boetsch. Autre exploit à saluer, celui d'Olivier de Kersauzon et de ses 6 équipiers partis à la conquête du trophée Jules Verne, autrement dit le record du Tour du monde à la voile sans escale et sans assistance. Le trimaran d'Olivier de Kersauzon a passé le Cap Horn ce matin avec environ 1 journée et demie d'avance sur le tableau de marche du voilier néo-zélandais détenteur de ce prestigieux trophée. La campagne des législatives avec tout d'abord un sondage Ipsos à paraître dans Le Point samedi qui indique une victoire de justesse du bloc RPR-UDF divers droite avec 292 sièges contre 284 pour l'ensemble de la gauche. Le Front National enlevant un siège, probablement celui de Vitrolles avec Bruno Maigret. Jean-Marie Le Pen a présenté aujourd'hui la liste des candidats du Front National dans quasiment toutes les circonscriptions. En ce qui le concerne personnellement, Jean-Marie Le Pen entretient soigneusement le suspense. Mais Michael Darmon a mené sa petite enquête. Mais qu'est-ce qui pourrait faire courir Jean-Marie Le Pen aux élections législatives? Quand on lui demande s'il recherche encore une circonscription gagnable, le président du Front National répond par un principe.
Nous professons un respect presque rituel à l'égard des électeurs et du peuple. Ce n'est pas nous qui disons c'est là que nous allons avoir le bon résultat, ce sont les électeurs qui vont le dire. Et pourtant, la raison de ce petit mystère sur sa candidature paraît plus réaliste. Jean-Marie Le Pen attend le résultat d'un sondage effectué discrètement ces jours-ci pour tester ses chances dans le sud de la France et plus particulièrement dans les Alpes-Maritimes. Le verdict serait pour aujourd'hui ou demain, explique-t-on. Si Jean-Marie Le Pen donne en public l'impression d'être au-dessus de la question, en fait il vérifie sa popularité avant de se lancer dans la course, comme beaucoup de politiciens professionnels. Au troisième jour, le ton de la campagne se durcit déjà. François Léotard ayant jugé que Lionel Jospin est sinistre au double sens du terme, Martine Aubry accuse Alain Juppé d'aboyer en attaquant les socialistes. Nous poursuivons ce soir notre galerie de portraits de responsables en campagne. Après Jacques Toubon hier soir, ce soir le socialiste Dominique Strauss-Kahn, reportage Patrice Romden, Jean-Marc Sursin. Les journées marathon d'un ténor du PS, en fait, une succession de sprints. Terrain, studio, réunion, voiture, mouvement perpétuel. Salle André Malraux à Sarcelles, à 48 heures du premier meeting de Lionel Jospin. Mais veillez à encastrer ce bazar là-dedans et à mettre le rideau sur le créneau derrière. Quelques directives, l'intendance suivra. Dominique Strauss-Kahn ici, c'est monsieur le maire. Au passage, un œil sur les photos des affiches électorales. Pas vraiment le temps de choisir, la dissolution prend tout le monde de court. Celles qui sont à l'extérieur sont bien, les autres sont partent. Je trouve que c'est une manœuvre, ma foi. Ça va nous permettre peut-être de nous débarrasser de ce gouvernement plus vite, c'est plutôt une bonne chose. La politique, c'est aussi de la tactique. C'est bien joué de la part du président? Je ne sais pas si la fonction du président de la République, c'est de faire de la tactique quand ça doit servir son propre parti. Faire la campagne, faire sa campagne. Dominique Strauss-Kahn est candidat dans le Val d'Oise. Cela vaut bien un détour par la crèche de Sarcelles. Un enfant, ça vote pas? Un enfant, ça vote pas, mais ça n'empêche pas qu'il faille s'en occuper. Dont acte, mais dans l'immédiat, c'est la droite qui préoccupe Dominique Strauss-Kahn, en route pour Paris. Selon que la droite dira ci ou dira ça, évidemment, on y répondra et ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Selon que ça sera plutôt la tendance Madelin ultralibérale qui va l'emporter, ou bien au contraire une autre tendance plus traditionnelle de la droite, eh bien, on ajustera nos arguments. Et ça, on ne sait pas tellement a priori. Moi, mon impression, c'est quand même que ce qu'on a devant nous, là, c'est Juppé bis, et c'est reparti pour un grand plan de rigueur. Mais lui ne jure que par la relance. Il a conçu le programme économique du PS et veut l'appliquer, maintenant. On ne va pas jouer en disant, attendez, nous, ce qui nous intéresse, c'est que le pouvoir, et puis donc on va attendre 2002 parce qu'on pourra gagner plus facilement. Il faut traiter les problèmes maintenant. Vous y croyez franchement à la victoire ou pas? Ah ouais, vraiment. Vous arrivez à le dire sans rire? Non, non, sans rire. Il n'y a pas de rire, vous savez. Les sondages, c'est pas tout, hein, mais quand on regarde les sondages, on voit que la gauche et la droite est à un demi-point près. En une campagne, à un demi-point, ça se rattrape. Et pour cela, il y a les médias. Vite, les dépêches d'agence, Alain Juppé a parlé, il faut répondre. C'est Juppé qui vous fait rire comme ça? Ah oui, ça je dois dire. Il est comme son patron, il a un culot d'enfer. Sans doute parce que... Pas moins de 12 propositions d'interview cet après-midi-là. Sélection. Il est demandé, normal. Par le verbe, il séduit. C'est un proche de Lionel Jospin. 48 ans, on anticipe. L'anniversaire, c'est demain. Et pour la fête, on verra dans un mois. On échange les papiers alors du coup. 3 jours seulement après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée, premier grand meeting ce soir. Tout d'abord celui de Lionel Jospin à Sarcelles, précisément, avant de retrouver en direct Guylaine Chenu, le reportage de Jacques Cardoz et Yves Vinca. Si le déplacement à Sarcelles était prévu de longue date, les socialistes étaient loin de se douter qu'ils s'y retrouveraient dès aujourd'hui pour un premier meeting de campagne. C'est vrai qu'à la rigueur, peut-être qu'il a manqué un tout petit peu de temps, je dirais, au niveau du timing pour mettre tout en marche au niveau des militants. Mais je crois que bon, on est rentré en plein dedans, qu'il n'y a pas eu trop de temps pour s'y mettre et puis que c'était bon, quoi. Maintenant, on est parti. On n'a pas le choix, ce sont en partie des sortants, nous sommes challengers, donc si nous voulons mobiliser et vaincre, nous devons avoir une campagne dure et de proximité encore une fois. Le chômage ne fait qu'augmenter, la précarité. Aujourd'hui, la seule vraie alternative crédible, c'est Lionel Jospin. Les thèmes de campagne ont été arrêtés ce matin. Lionel Jospin fait son entrée sur une musique de Robert Miles. En fond de scène, un mur vert comme en écho à la présidentielle. Mais cette fois, la couleur est plus prononcée avec, en second slogan, 32 jours pour changer de majorité. Et vous le voyez, ce meeting à Sarcelles se poursuit. Lionel Jospin vient de lancer sa campagne sur le thème du changement. C'est lui qui a choisi le slogan ce matin, un slogan « Changeons d'avenir ». Un thème que Lionel Jospin souhaite développer pendant toute sa campagne et qu'il a décliné sur tous les modes dans son discours. Changeons d'avenir. Changeons la manière de gouverner.
Il faut un pouvoir ouvert, il faut un pouvoir disposé au dialogue, il faut un pouvoir qui utilise la méthode du contrat pour avancer dans l'économie comme dans le social. Et nous l'avons proposé sur la question de l'emploi, sur la question de la diminution de la durée du travail, sur la question des salaires, avec cette approche de la conférence salariale annuelle. Il faut un gouvernement qui... Lionel Jospin a également ce soir donné le ton de sa campagne pour répondre à Alain Juppé qui a parlé d'un exercice sportif et brutal. Lui a dit qu'il préférait conjuguer deux mots, la vigueur et le cœur. Merci Guylaine Chenu. Du côté de l'actuelle majorité, c'est le chef de campagne, Alain Juppé, qui tient ce soir son premier meeting à Marseille, avant d'en trouver en direct Carole Comon, le reportage d'Alman Mikosi et Gérard Gallian. Le Dôme, c'est la salle des grands concerts de rock à Marseille. Pierre, Karine, Mathieu sont des habitués des lieux, mais pour la première fois, ils viennent assister à une réunion politique. Et je viens soutenir la candidature, les législatives anticipées de M. Alain Juppé. Qu'est-ce que vous lui trouvez de positif? C'est un Premier ministre fort, qui a un charisme déterminé, qui arrive à imposer une politique. En fin d'après-midi, l'esplanade s'anime. 3000 personnes venues de toute la région. À Marseille, 6 députés sur 8 appartiennent à la majorité. Des campagnes parfois difficiles qui ont forgé une âme militante. D'un côté, vous avez des candidats qui prônent la démagogie, je n'ai pas besoin de les citer, c'est le Parti Socialiste et les autres partis d'opposition. Et de l'autre, c'est la modernité, c'est justement un élan. Banderoles et cornes de brume, les jeunes du RPR s'enflamment. Il est 19h15, les principaux leaders, régionaux et nationaux, font leur apparition. Leurs discours sont évidemment très attendus. Et un premier meeting qui vient tout juste de se terminer et qu'Alain Juppé a d'abord voulu placer sous le signe de cette union de la majorité scellée en début de semaine. La présence du président de l'UDF, François Léotard, était là pour l'affirmer. Le RPR et l'UDF mèneront bien ensemble le combat. Dans son discours, Alain Juppé a choisi d'emblée de désigner l'adversaire, la gauche et les socialistes, et notamment sur le problème de l'Europe. Par pur calcul électoral, ce qui n'est pas digne de l'homme d'État, M. Jospin prend le risque de bloquer la construction européenne et pas simplement l'euro, l'ensemble du processus d'Union européenne, tout simplement parce que le Parti communiste n'aime pas ça, n'a jamais aimé ça et continue à ne pas aimer ça. Je comprends le désarroi d'un certain nombre de socialistes qui voient ainsi brader leurs convictions pour le mauvais plat de lentilles que leur propose Robert Hue. Un combat offensif contre la gauche. Le Premier ministre a donc défini ce soir ce qui sera l'axe de campagne de la majorité, affirmant d'ailleurs qu'il accepterait un débat contre Lionel Jospin dans les semaines qui viennent. Avec des arguments qui, eux, vont sans doute s'affûter au fil de la dizaine de meetings qui sont pour l'instant prévus au programme du chef de la majorité. Merci Carole Comon. Vers 21h15, le magazine de la rédaction, envoyé spécial, la campagne électorale continue sur France 2, avec tout de suite un débat opposant François Bayrou à Martine Aubry, avec la participation de Nicole Notat de la CFDT, débat arbitré par Alain Duhamel et Arlette Chabot en direct du Studio 40. Oui, bonsoir. Effectivement, la campagne continue sur France 2. Donc le débat, effectivement, entre Martine Aubry et François Bayrou, avec Nicole Notat qui nous dira ce que la CFDT peut attendre de la campagne électorale, comment elle va l'écouter. Et puis nous rejoindrons aussi un chef d'entreprise du Nord, Luc Doublet, qui fabrique tout le matériel de campagne que vous allez utiliser. C'est la raison pour laquelle il a une urne à côté de lui, les urnes transparentes qu'il fabrique, ainsi que les isoloirs qui seront utilisés le jour d'élection. François Bayrou, depuis le début de la campagne... Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir François Bayrou, bonsoir Martine Aubry. Bonsoir. Depuis le début de la campagne, la majorité explique qu'elle-même est le modernisme et que la gauche c'est l'archaïsme. Qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Je vais vous dire, moi je trouve que c'est un langage électoral, mais qu'on peut se passer de ce langage électoral. En tout cas, c'est pas mon vocabulaire. Parce que chaque fois qu'on simplifie les choses, il me semble qu'on fait le mauvais choix. Alors c'est votre premier débat de campagne électorale, et je trouve que ce serait bien que nous essayions de sortir de ce qui est l'impasse habituelle, soit langue de bois, soit combat de chiffonnier. Et donc, si on peut, et pour ma part, moi je souhaiterais qu'on essaie de moins simplifier les choses donc que la de gauche les n'est pas expliquer. archaïque. Non, la gauche traduit une aspiration, et je crois que les moyens qu'elle se donne
ou que les moyens qu'elle propose de donner à la France pour cette aspiration sont de très mauvais moyens. Je vais dire en une seule phrase pourquoi. Il ne me paraît pas possible que la France relève les défis du XXIe siècle en ayant une alliance parti communiste, parti socialiste, qui est en désaccord profond sur un très grand sujet au moins, qui est le sujet de la construction européenne sur laquelle nous reviendrons, j'imagine. Tout à l'heure, oui. Et il n'est pas possible que le principal parti de cette alliance se retrouve prisonnier du parti communiste. Martine Aubry. Que dire sur ces problèmes de modernité? Moi, je crois que ce que sentent profondément les Français, c'est que notre pays marche sur la tête, que cette société ne fonctionne plus. Qui aurait pensé à la fin du XXe siècle que 2 millions de Français vivent dans des logements insalubres ou dans la rue? Qu'aujourd'hui, des enfants ne peuvent plus aller à la cantine parce que leurs parents ne peuvent pas les payer? Qu'un Français sur 5 dise renoncer aux soins parce qu'ils ne peuvent pas les payer? Qui aurait cru que quand on licencie, les actions montent en bourse? Que les jeunes aujourd'hui ont l'impression que la société n'est pas faite pour eux? Donc la vraie question aujourd'hui, c'est bien cela. Notre société ne fonctionne plus, elle marche sur la tête. Et ce qu'attendent de nous les Français, c'est qu'en fonction de nos valeurs, en fonction de ce que nous pensons comme étant bien pour le pays, nous soyons capables d'apporter des réponses nouvelles et un projet de société, puisque cette société dans laquelle nous fonctionnons ne marche plus aujourd'hui, ne fonctionne plus. Donc pour moi, c'est ça la modernité, c'est de se dire comment peut-on faire de la politique d'abord comme l'attendent les Français, c'est-à-dire avec une morale sans faille et en disant très clairement, et là je rejoins ce qui vient d'être dit par François Bayrou, en disant ce que nous allons faire, en le faisant de manière claire. Nous ne sommes pas d'accord, opposons-nous, et en disant comment nous allons l'organiser et le financer. Moi, je crois aujourd'hui que nous avons un projet de société à présenter, qui n'est pas le projet de la société libérale, qui s'appuie essentiellement sur les individus, que le meilleur gagne, mais qui est un projet qui est fondé sur la solidarité, sur les valeurs profondes qui sont celles de l'Europe et celles de la France. Et pour moi, c'est cela le modernisme, et je crois qu'il faut que nous en parlions, parce que le modernisme, c'est aussi le débat démocratique, c'est aussi faire bouger ce pays et en parler ensemble. 2 observations. Je disais ne pas simplifier. J'ai déjà entendu hier matin Martine Aubry dire qu'il y avait 2 millions de personnes dans la rue. Alors ce chiffre non, pas dans la rue, tombé sur la dans tête. Des logements insalubres. Vous avez dit dans la rue hier non, j'ai dit et aujourd'hui. dans des logements insalubres alors, ou dans la rue. J'ai essayé de me procurer les études les plus approfondies. On considère qu'il y a 50 000 personnes, c'est beaucoup, qui se trouvent dans un état de précarité tel qu'en effet ils n'ont pas de logement. 50 000 par rapport à 2 millions. Non, je dis dans des logements insalubres, c'est-à-dire sans le minimum d'hygiène. Si je compte bien, Martine Aubry, c'est 20 fois moins. Du ministre de Logement. 20 fois moins. Je crois que c'est très important que nous puissions préciser les choses comme ça, parce qu'autrement, nous partons dans des caricatures. Deuxièmement, vous dites idéal, générosité, chaleur humaine. Je suis, et vous savez que je suis, et je sais que vous êtes, pour ces idéaux-là. Je veux simplement dire ceci, que Nicole Notat dit très bien dans son dernier livre, alors je la cite à peu près. Elle dit « On ne peut pas faire de la générosité en ignorant le réel. Absolument. Il faut partir du réel, et c'est à partir de ce moment-là que l'on est généreux. » Moi, je me reconnais dans cette formule. C'est pas que on fasse comme ça des enjambements, mais je me reconnais dans cette formule. Et je dis que on ne peut pas aujourd'hui prétendre qu'il suffise d'utiliser la vieille baguette magique de 1981 quoi, la pour que les choses changent. Eh bien, je vais en prendre quelques exemples, si vous le voulez bien. On ne peut pas un ou deux. Voilà. Bien, par exemple, décréter qu'on créera 700 000 emplois de jeunes la première année, sans avoir de quoi les financer, ou alors avec un financement, on en parlera, qui peut être sujet à caution. Soit expliquer qu'on va interrompre la privatisation de France Télécom. Parce que France Télécom est lancée dans une bataille mondiale que vous ne pourrez pas éviter, que nous ne pourrons pas éviter, que personne ne pourra éviter, et qui, je crois, est une chance. J'en donne un seul exemple. Cette année, les communications téléphoniques baisseront de 9%. Je crois que c'est un bien pour les Français.
Et prétendre qu'on va interrompre la privatisation de France Télécom, c'est une erreur. Quant à l'emploi, je crois qu'on en parlera. Donc Martine Aubry sur ces deux points. On ne va pas revenir sur les chiffres. 2 millions vivant dans un logement insalubre ou dans la rue, c'est les statistiques officielles que je reprends et que tout le monde sait. Je vous ai donné les chiffres précis. Oui, 50 000 dans la rue, je suis d'accord. Mais 2 millions dans des logements insalubres. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a une priorité dans notre pays à trouver pour le logement, et notamment le logement social. Je crois que ça aussi, pour que chacun ait un toit et puisse vivre convenablement, ça doit être un objectif d'une société moderne. Entre guillemets, c'est quand même le moins qu'on puisse demander, que chacun ait une adresse et y vive bien en famille. Mais 700 000 emplois. Oui. Hein. Attendez, prenons pas les aspects les uns après les autres. Si vous voulez bien, on reste sur cette idée de modèle. Vous permettez sur le logement social? Oui, mais attendez, un chiffre, non, parce que vous donnez un chiffre. Oui. L'année où vous avez quitté le pouvoir, vous avez distribué 30 000 encouragements au logement social. Cette année, le prêt à taux zéro, 120 000. Vous savez très bien que 30 000, on ne va pas parler de technique qui n'intéresse pas les gars. 20% de moins de budget sur le logement cette année. Concret sur les propositions, c'est vrai que François Bayrou a donné un chiffre sur les propositions du Parti Socialiste. Il y a deux choses aujourd'hui dans notre pays. Il y a des problèmes à court terme, il faut relancer la consommation pour relancer la croissance. Chacun sait, et les entreprises le disent elles-mêmes, qu'aujourd'hui, elles sont compétitives grâce aux efforts formidables de modernisation qu'elles ont faits et la lutte contre l'inflation. Elles ont de l'argent, elles n'ont pas de clients et de consommateurs. Alors on fait comment? Il faut le relancer. Pour ça, il faut, et c'est la grande réforme fiscale, réduire les charges sociales sur les salaires et deux, augmenter les salaires qui ont baissé de 10% dans la richesse nationale en 10 ans. Augmenter les salaires partout où c'est possible par la négociation sur le terrain. Deuxièmement, nous sommes par rapport à des problèmes plus graves. Notre société a très bien fonctionné pendant ces 30 années glorieuses avant la crise en répondant à la demande de biens durables, électroménagers, audiovisuels, automobiles, etc., et de biens individuels. Aujourd'hui, nos besoins, ce sont d'abord des besoins collectifs. Comment faire garder les personnes âgées? Comment accompagner les enfants après l'école? Comment garder un environnement, une qualité de vie qui soit bien? Comment donner l'accès à la culture à tous? Pour cela, que faut-il faire? Eh bien, il faut utiliser les richesses de notre pays, qui sont grandes, et essayer de les guider vers le financement de ces besoins. Pas des financements vers l'État, car il y a des entreprises qui peuvent se créer dans ce domaine, il y a des associations. Pour cela, il faut deux choses, et je m'en arrête là. Une grande réforme fiscale qui permet de rétablir l'équilibre de la fiscalité entre l'épargne et les salaires et nous mettre tout simplement au niveau européen. Et deuxièmement, abaisser le coût du travail dans notre pays pour que ces emplois puissent s'organiser. Voilà le nouveau modèle de développement qu'il faut faire. Et une des conséquences, eh bien, ce sera effectivement 350 000 emplois dans le domaine parapublic, c'est-à-dire des associations qui aident à l'installation des personnes âgées, c'est-à-dire le budget du logement, c'est-à-dire un renforcement en matière d'éducation, on en parlera peut-être puisqu'on a fermé beaucoup de classes cette année, et puis des services aux personnes qui s'engagent. Et puis deuxièmement, la durée du travail qui est une sorte d'échange entre vous et pas de monologue. Comment dirais-je, je suis un peu immergé dans le nombre d'idées que Martine Aubry a énumérées. Je vais en prendre deux, parce qu'elles sont au cœur des questions. Première de ces idées, la baisse des charges sociales. Moi, je considère que c'est un enjeu majeur. Cet enjeu majeur, nous avons, avec le gouvernement, réussi à baisser sur le SMIC, en peu de temps, les charges sociales de 13%. C'est beaucoup. C'est un fait, c'est beaucoup. Et ça a créé d'ailleurs de l'emploi. La première mesure que le Parti socialiste propose, c'est de supprimer les exonérations de charges sur les bas salaires, celles qu'on a faites dans le textile par exemple, pour financer un certain nombre d'autres mesures. C'est une incohérence, c'est une contradiction et c'est un piège mortel. Je peux répondre là-dessus? Oui, parce que... Attendez, vous reprendrez le deuxième point. Non, parce que c'est trop long, parce qu'après les gens ne vont pas comprendre. Prendre un exemple pour qu'on comprenne, on est dans l'abstrait. Votre mère, Martine Aubry, est originaire d'un pays que j'aime, c'est la Soule. Absolument. En Soule... Nous sommes basques, pas béarnais, mais j'aime aussi les béarnais. Voilà. Alors l'exemple. En Soule, il y a beaucoup d'industries textiles, d'usines extrêmement fragiles, qui ont énormément souffert. On a réussi à sauver les emplois qu'on a pu sauver. Ils ne sont pas, malheureusement, mais quelques centaines d'emplois. On les a sauvés parce que le gouvernement a pris une décision sans exemple. Il a supprimé les charges sociales sur l'entreprise textile. Eh bien, je dis que mettre un terme à cette baisse, supprimer ces exonérations, c'est condamner d'entrée
plusieurs centaines de milliers d'emplois. Et moi, je dis que vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, mais je crois que vous n'avez pas bien lu notre programme. Ce que nous avons prévu, c'est effectivement d'éviter, parce qu'on sait que ça ne marche pas, d'avoir des tas d'exonérations de charges sociales dans tous les domaines, mais de prendre une mesure lourde et qui s'appliquera notamment à ces entreprises textiles, des cuirs et peaux et des chaussures, qui est de transférer les 4% actuellement qui sont payés en charges sociales, assurance maladie par les salariés, en CSG. Ce qui veut dire que c'est une mesure moins éparse, moins émiettée que celles qui ont été prises et qui permet un effet beaucoup plus global, à la fois pour redonner des marges de manœuvre aux salariés et aux revenus des salariés, et deuxièmement pour abaisser le coût du travail. Pour aller au fond des questions, vous dites que je n'ai pas lu, ça vous allez reconnaître, c'est vendredi. L'hebdo des socialistes. Je ne le reçois pas. Vous voulez te procurer. Alors j'ai une photocopie. Mais si vous voulez, on peut vous abonner. Alors j'ai une photocopie. Moi je lis. Les exonérations de cotisations sociales seront supprimées. Oui, mais ça, et les crédits correspondants recyclés en faveur des jeunes et des emplois de service aux personnes. Si vous tournez 2 pages avant, c'est décembre 1996. Oui, mais attendez, tournez 2 pages il y a avant. 4 mois. Non, mais c'est exactement ce que je viens de dire. On supprime toutes les exonérations. L'un après l'autre. Non, mais attendez, il y a là 2 pages après. Attendez, soyons clairs et soyons clairs. Bon, on a dit, on supprime toutes les exonérations diverses et variées pour prendre une mesure globale que vous avez tourné la page. Vous la trouvez. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que ça ne marche pas et que le problème... Donc vous allez remettre des charges sociales dans le textile? Non, pas du tout. Parce que la mesure globale que nous allons prendre... Pas du tout. Alors quelle est la différence? Écoutez-moi, la différence, c'est que là, aujourd'hui, vous avez des tas de mesures éparses qui font qu'on est exonéré de charges sociales quand on embauche un tel, dans tel secteur ou dans tel autre. Nous souhaitons qu'une bonne fois pour toutes dans ce pays, les salaires payent moins de cotisations sociales et que les revenus du capital en payent plus. C'est-à-dire un transfert global, beaucoup plus massif que ce qui n'est le cas aujourd'hui, de la cotisation salariée d'assurance maladie vers la CSG. Est-ce que vous me permettez de pousser moins de charges sur les salariés et pour les salariés eux-mêmes, un pouvoir d'achat conforté. François Bayrou, un mot, parce que moi je voudrais qu'on écoute Nicole Notat qui est... Pousser cette idée, ça veut dire que vous êtes partisan d'un accroissement de la CSG sur les retraites. Sur les retraités qui payent la CSG, c'est-à-dire sur 45% des retraités, seuls qui payent un impôt sur le revenu. 55% des retraités ne payeront pas la CSG en plus puisqu'ils ne payent pas la CSG. Vous allez supprimer les exonérations de charges qui existent. Qui sont modestes et par secteur et par catégorie, qui sont modestes. Pour une mesure globale. Le textile, je vous explique, pour la soude, je crois que Nicole pour le Notat SMIC, nous le on est dira. arrivé à 13%. Pour le SMIC, on est à... Comment ça ne marche pas? Je vous garantis, il n'y aurait plus un seul emploi textile dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Je suis ravi qu'on l'ait fait pour le textile, mais qu'on le fasse de manière beaucoup plus globale. Et qu'on ouvre la voie à la négociation pour que dans les entreprises, les exonérations de charges et pour contrepartie de vraies créations d'emplois. Si nous disions ensemble, ce serait un progrès très important pour la France. Si nous arrivions à dire ensemble qu'il n'y a pas cette contradiction qu'on dépeint habituellement entre les programmes et que nous sommes d'accord pour baisser les charges sociales de manière continue sur l'emploi, sur le travail, en particulier le travail qui n'est pas qualifié, il me semble qu'on aurait fait un très grand pas. Et c'est ce que le gouvernement... Est-ce que je peux avoir une phrase à François Bayrou? C'est ce que le gouvernement fait. Oui, d'accord. Attendez, une phrase. Juste une phrase. C'est ce que le gouvernement fait. Disons les choses jusqu'au bout. Une phrase, puis Nicole Notat. Voilà. Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut baisser globalement le coût des charges sociales sur les salaires pour redonner une marge de manœuvre aux salariés, pour qu'ils puissent consommer et pour que le coût du travail soit moins élevé et qu'on crée des emplois. Bon. Mais qu'est-ce que l'on fait derrière? Il faut que vous nous le disiez. Ou bien c'est d'autres qui payent, ou bien on réduit les dépenses publiques comme vous l'avez fait, c'est-à-dire qu'on baisse le budget d'éducation nationale et on supprime 5 000 emplois. On baisse le niveau du logement. Tout le monde ne parlera pas de l'Europe. Expliquez comment vous financez si vous êtes d'accord avec notre mesure. Non seulement j'explique, mais nous faisons. Modestement et partiellement. Ce dont je parle, la baisse de 13% du niveau des cotisations sociales sur l'emploi au niveau du SMIC, oui, mais au niveau la suppression dans le textile, l'extension qui vient sur l'ensemble du travail manuel, puisque nous nous sommes engagés devant la Commission européenne à le faire. Tout cela, nous l'avons financé, et nous l'avons financé de surcroît en remplissant les engagements qui étaient les nôtres. Le budget d'éducation, vous êtes bien placé pour savoir. Comment vous pouvez dire? Comment Martine Aubry peut-elle dire... Non, arrêtez, je veux dire, on n'aura pas le temps de parler du reste, et en plus c'est un débat très technique au bout d'un moment, c'est vrai qu'on s'y perd, et je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Le budget de l'éducation nationale est celui qui a augmenté depuis 17 ans. Nicole Notat doit intervenir, ensuite on parle de l'Europe. Nicole Notat, vous avez été très sagement à l'écoute de ce débat. Simplement, qu'attendez-vous du débat plus largement des législatives et quelle peut être la démarche ou l'intervention de la CFDT?
Justement, le sujet qui vient d'être évoqué tombe à pic. Moi, j'ai cru entendre dans le débat entre Martine Aubry et François Bayrou que finalement, ils étaient tous les deux d'accord pour baisser les charges, au moins sur les bas salaires. Je crois que c'est effectivement quelque chose qui peut être positif. Mais la question que j'ai à leur poser à tous les deux, parce que je ne vois pas véritablement de différence dans leurs propositions, c'est comment peuvent-ils croire, parce que nous avons aujourd'hui fait l'expérience effectivement d'une réduction des charges dans un certain nombre de secteurs, comment peuvent-ils penser qu'automatiquement et quasi magiquement, la réduction des charges dans les entreprises va provoquer l'emploi? L'expérience qu'on a, et je dois même dire que certains chefs d'entreprise, que je ne vais pas nommer, qui n'osent pas le dire en public mais qui le disent en privé, disent oh, c'est très bien de me baisser les charges, mais moi je ne vais pas créer un emploi. Certaines autres entreprises de main-d'œuvre vont effectivement, sans doute, avoir un effet positif sur l'emploi. Donc moi la question que je pose, c'est qu'il y a une bonne manière et une mauvaise manière de baisser les charges. Il y a une bonne manière qui est celle qui garantit qu'en baissant les charges, on ne donne pas un chèque en blanc aux employeurs. Moi, je me méfie toujours de ce que font les employeurs quand on ne leur demande pas quelques garanties derrière. Et puis, il y a une mauvaise manière qui est de baisser les charges et de compter qu'ils vont magiquement, qu'ils vont, en bon employeur qu'ils sont, automatiquement répercuter cette baisse des charges sur l'emploi. C'est la baisse des charges avec la loi de Robien, par exemple. Ça, c'est une bonne baisse des charges, l'emploi au bout, ou c'est l'emploi, la baisse des charges sans la loi de Robien, et moi, je suis sceptique. Alors, Martine Aubry. D'un mot chacun, pour qu'on puisse avancer encore. Martine Aubry. Moi, je pense que ce que dit Nicole Notat s'étend au-delà de la baisse des charges sociales. Tout le problème est de savoir comment on fait bouger cette société. Est-ce qu'on le fait par la loi, par une grande mesure, en espérant que ça donnera des effets, et ça, on a bien vu que ça ne marchait pas, ou bien est-ce qu'on s'appuie sur le contrat et la négociation? Moi, je crois qu'à chaque fois qu'il y a un avantage qui est accordé, il faut laisser les partenaires sociaux, effectivement, en mesurer les contreparties et véritablement négocier. C'est ça aussi être moderne en politique, c'est ne pas croire que c'est seulement des grandes mesures qui le permettront, mais que c'est bien la négociation, le contrat, les partenaires qui doivent mettre en mouvement cette société et faire bouger les choses pour l'emploi, évidemment. Je ne serai pas de ceux qui dénieront les vertus de la négociation. Je la pratique tous les jours et je crois avec fruit. Mais ce qui me frappe à l'intérieur du débat, c'est qu'en réalité, on oppose d'un côté une promesse, un futur, des choses vagues, enfin pardonnez-moi, je ne veux pas vous offenser. Je suis prête à rentrer dans les détails pour dire comment on finance la baisse des charges sociales. Vague et flou, et de l'autre, quelque chose qui a été fait. Ce que Nicole Notat vient de signaler comme étant bien, c'est-à-dire la baisse des charges et la loi de Robien, ce n'est pas des promesses, nous l'avons fait. Mais François Bayrou, autrement si vous l'aviez dit, fait correctement, c'est une on n'aurait réalité. pas 400 000 chômeurs en plus depuis 4 ans. Je ne dis pas que tout est parfait. Bon. Et nous parlerons des chiffres des chômeurs si ça vous intéresse. Je dis qu'en tout cas, ce qui est opposé ici, c'est d'un côté des promesses. On a vu plusieurs fois que les promesses n'étaient pas toujours garantes de réalité. Écoutez, jusqu'à présent, les promesses qui n'ont pas été suivies des faits, c'est la lutte contre la fracture sociale. On va reposer une question à Nicole Notat à laquelle vous pourrez répondre ce qui aussi. est fait. La loi de Robien, elle est faite et c'est nous qui l'avons faite. Les baisses de charges, elles sont faites et c'est nous qui les avons faites. Elles ont sauvé beaucoup d'emplois. De résultats en ce qui concerne les charges sociales. Question à Nicole Notat. Madame Notat, qu'est-ce que, selon vous, on peut vraiment attendre en termes de réduction du chômage, de la réduction de la durée du travail? Qu'est-ce qu'on peut vraiment en attendre? Écoutez, on a maintenant fait la démonstration, puisque, y compris maintenant, il y a 2 rapports qui viennent d'être faits sur l'évaluation de la préservation et de la création de l'emploi pour la loi de Robien. Démonstration est maintenant faite que cette loi peut créer de l'emploi. Elle peut créer de l'emploi, elle peut permettre aux entreprises de se moderniser et de s'adapter, elles ouvrent le dialogue social et une dynamique sociale. Donc maintenant, cette démonstration, elle est faite. Alors, moi, j'ai 2 questions à poser, mais si c'est possible, j'aimerais bien qu'on puisse aussi répondre à mes questions. Oui. François Bayrou se targue, et bien évidemment, il a raison, que la loi de Robien a été votée par son gouvernement, et Martine Aubry semble dire qu'elle n'est pas parfaite. Alors, j'ai une question à chacun.
Bon, très bien. Côté François Bayrou, je dirais, Monsieur Bayrou, de temps en temps, j'entends dans la majorité, que j'entends bien, vous êtes ici pour la représenter tout entière, j'entends dans la majorité parfois des voix qui s'élèvent et j'ai l'impression que certains se demandent si finalement ils ont fait une si bonne action que ça en votant la loi de Robien, comme s'ils en étaient plus si sûrs, selon les vieilles cultures de la majorité que vous représentez. Et la question à Martine Aubry, c'est de, j'entends à gauche, alors je ne dis pas toujours dans sa bouche à elle, mais j'entends à gauche que finalement on pourrait abroger cette loi, qu'on pourrait en faire une autre, mais dont je crains personnellement, et je peux lui dire qu'il y a des inquiétudes dans les rangs de la CFDT, dans les rangs des salariés, qu'on fasse une autre forme de réduction de la durée du travail, mais qui casse cette dynamique pour l'emploi. Alors à l'un et à l'autre, est-ce que finalement vous allez oser ou prendre le risque de casser une affaire qui marche? Alors, Martine Aubry. Bon. Écoutez, première chose, la réduction de la durée du travail, ça fait partie de ce projet de société dont on parlait. Non seulement parce que la réduction du temps de travail, c'est répartir le travail, mais c'est parce que nos concitoyens ont besoin de temps pour vivre en famille, du temps pour recréer du lien social, du temps pour avoir accès aux loisirs, à la culture, et ça fait partie du projet de gauche. Alors, moi je l'ai dit et je le redis, la loi de Robien a eu le mérite de remettre la durée du travail sur la table et de pouvoir engager des négociations. Je regrette de m'être battue, pas suffisamment sans doute, en tout cas pas bien, pour qu'on ait une grande loi sur la durée du travail quand j'étais ministre. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est aller beaucoup plus loin que la loi de Robien, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un vaste mouvement, et non pas 200 entreprises comme c'est le cas aujourd'hui, tant mieux, c'est mieux que rien, qui réduisent la durée du travail. Et deuxièmement, une loi cadre qui lance la négociation partout en France pour que la durée du travail, avec ses compensations, gains de productivité, apport des salariés et apport de l'État dans les cas les plus difficiles, eh bien, entraîne une grande négociation pour que les Français aient à la fois plus d'emplois à se partager et de meilleures conditions de vie. Alors, voilà ce que je pense c'était là-dessus. votre réponse à Nicole Notat. Maintenant, celle de François Bayrou. Et puis ensuite, il faudra qu'on parle des problèmes européens, car il nous restera moins d'un quart d'heure. Très simple, en une phrase. Moi, je représente la majorité qui a fait voter la loi de Robien et qui en est fière. Pas contre en grande partie, Nicole Notat. Oui, mais la partie, en tout cas, l'UDF que vous représentez, et Force démocrate a fait voter la loi de Robien. Et Gilles de Robien est le président du groupe UDF, comme vous le savez, à l'Assemblée nationale. Donc, dans ma circonscription, on a une grande usine de moteurs d'hélicoptères qui s'appelle Turbomeca. On a sauvé plusieurs centaines d'emplois en phase de crise profonde. À Turbomeca, on est arrivé à 0 licenciement sec parce qu'on avait la loi de Robien. Je suis fier que nous ayons fait voter ce texte et en tout cas pour moi, je le défendrai. Juste un petit mot quand même pour dire que si la loi de Robien a permis d'éviter des licenciements dans les entreprises en difficulté, je ne le nie pas. Elle a aussi fait financer par l'État des réductions de la durée du travail, c'est-à-dire une réorganisation du travail dans l'entreprise pour des entreprises qui sont en pleine santé et qui auraient de toute façon créé des emplois. Donc, et Gilles de Robien le reconnaît. Il y a des adaptations. Voilà, il y a eu des effets d'aubaine. Ce n'est pas à l'État et aux impôts et aux Français de payer la réorganisation du travail des entreprises qui vont bien. Donc il faut la changer. C'est très bien et la généraliser. Qu'on ait fait la loi de Robien. Elle a été extrêmement utile et il faut la défendre. S'il y a des adaptations à trouver, on les trouvera. Alors, autre témoignage. Mais Nicole Notat reste avec nous parce qu'elle pourra peut-être dire un mot tout à l'heure de l'Europe. Je vous propose donc de rejoindre Luc Doublet qui est derrière l'urne dans laquelle vous allez poser votre bulletin de vote le 25 mai et le 1er juin qu'il fabrique, ainsi que les drapeaux. Enfin, c'est un grand exportateur. Monsieur Doublet, vous êtes installé dans le Nord et évidemment, nous allons parler de l'Europe. Vous, comme chef d'entreprise, comment voyez-vous ce débat des politiques sur l'Europe ? Bien, je le vois comme une espèce de jeu dont les règles ne sont plus fixées. C'est-à-dire que c'est un peu comme le reste. Apparemment, pour l'instant, il n'y a plus de règles fixes. Et je crois que le monde économique qui attend, bien sûr, l'euro, parce que c'est pour nous très important, pour pouvoir fluidifier les flux monétaires et de marchandises, eh bien, il n'aime pas l'incertitude. Et donc, pour nous, il est très important que l'incertitude soit la moins incertaine possible. Et donc ce qui est important pour nous, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas cette espèce de valse hésitation, on ne sait pas très bien, on fait un petit pas en avant, un petit pas en arrière, finalement ceux qui étaient pour sont plus tout à fait pour, et puis ceux qui étaient contre sont plus tout à fait contre non plus. Donc il serait bien qu'on ait quand même un petit peu une idée précise de ce que les uns et les autres veulent sur l'euro et sur... On va essayer là-dessus. François Bayrou. Je viens d'écouter M. Doublet, il me semble qu'il y a là une grande justification de la dissolution. On pouvait avoir des avis différents, le mien était réservé.
Et puis, M. Doublet donne là une explication qui est extrêmement forte. Il dit, on ne peut pas se permettre l'incertitude et la valse hésitation. Quand on est un chef d'entreprise, qu'on a besoin de prendre des décisions sur le long terme, des décisions d'investissement en particulier, il faut qu'on sache où on va. Et la France va avoir ce choix pour savoir où elle va, et ensuite, si son choix est celui que j'espère, 5 ans de stabilité devant elle, pour que ce choix soit en effet le cadre de son action. Les engagements seront respectés, et à partir de ce moment-là, on pourra avancer. Martine Aubry. Moi, je voudrais d'abord dire que l'entreprise Doublet, c'est une des entreprises dont le Nord est fier. Bon, ils ont, par exemple, fait tous les drapeaux pour Atlanta, et M. Doublet se bat, comme on aimerait bien que tous les chefs d'entreprise se battent sur les marchés étrangers pour vendre les drapeaux, et notamment les isoloirs. Et je comprends qu'ils s'inquiètent de cela. Alors, je crois qu'une des vraies raisons des problèmes aujourd'hui dans notre pays, pourquoi les entreprises n'investissent pas, n'embauchent pas, etc. Un, parce qu'il y a peu de clients, parce qu'on a trop pris sur les salaires, et deux, parce qu'il y a un climat d'incertitude par rapport à ce que fait le gouvernement, ce qu'il ne fait pas, etc. Donc l'euro, c'est très important. Qu'est-ce que c'est que l'euro? Et moi, je voudrais dire très clairement notre position. Comme le faisait Maastricht, et dans l'esprit de Maastricht. Qu'est-ce qu'a dit Maastricht? Il y a des indicateurs pour pouvoir faire la monnaie unique. Vous êtes en train d'infléchir un peu ce que Lionel Jospin avait dit. J'ai pas encore commencé à le dire. Alors attendez. Vous me répondrez ce que vous avez prévu de me répondre quand j'aurai dit ce que j'ai à dire. Je vous répondrai toute chose d'autre. Ne cherchez pas à deviner ce que Martine Aubry va dire. Absolument. Martine Aubry. Allez. Oui, c'est pour ça qu'on réussit. 10 minutes. Martine Aubry. Oui, je vais vite. Mais c'est important. Le traité de Maastricht, il proposait plusieurs choses, et moi je propose qu'on l'applique totalement. Le premier, c'est que ces critères soient appréciés en fonction de la conjoncture en tendance. Et moi, je regrette que le gouvernement là ait perdu 2 ans. On aurait pu négocier avec nos partenaires pour dire, quand on a prévu en 92 avec 4% de croissance d'avoir un taux de 3%, c'est pas la même chose quand on est à 1% de croissance en 1997. Il fallait négocier, c'était prévu dans le traité. Je regrette qu'on ne l'ait pas fait. Deuxièmement, le traité de Maastricht propose, et là, nous n'avons rien fait, qu'il y ait des politiques économiques communes, une grande initiative de croissance au niveau de l'Europe. De quoi ont peur les Français vis-à-vis de l'Europe? Que ce soit une Europe financière, monétaire pour les spéculateurs, alors qu'il faut une Europe économique de relance de la croissance pour rendre confiance à nos entreprises et notamment aux PME, et qu'il faut une Europe sociale qui mette le modèle de croissance en son cœur. Alors qu'est-ce que disent les socialistes? D'abord, nous n'aurions pas fait la même politique économique que le gouvernement, et si nous l'avions fait aujourd'hui, nous aurions comme nos partenaires un taux de croissance plus élevé, des entrées fiscales plus élevées et moins de déficit. Nous respecterions. Deuxièmement, en tout état de cause, on aurait pu négocier la vision et les modifications du niveau de ces critères, vu la conjoncture, pas des principes, il ne faut pas les bouger. Donc moi j'ai une question à poser à M. Bayrou. Dans le fond, la vraie question qui se pose aujourd'hui, parce que vous avez dit que c'est une des raisons de la dissolution. Pourquoi? Est-ce que le chef de l'État avait peur, étant donné les perspectives économiques qui n'ont pas été rendues publiques? Et moi je pense qu'une bonne façon de faire de la politique, c'est aussi de les rendre publiques. Est-ce que les perspectives économiques de la France sont si désastreuses que le président de la République s'est dit on est en train d'échouer, très vite je dissous, j'ai une nouvelle équipe pour redonner un tour de vis? Ou bien, au contraire, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous pouvez vous assurer qu'après l'élection, si la majorité gagne, eh bien il n'y aura pas de nouveau tour de vis? Alors, disons-le clairement, puisqu'il faut être transparent, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous êtes là pour ça. D'abord, en vous disant, Martine Aubry, si on ne vous avait pas dans ce numéro, il faudrait vous inventer. Parce que entendre un membre du gouvernement socialiste d'avant 93 plaider pour la croissance, quand vous avez quitté le pouvoir, l'année où vous avez quitté le pouvoir, c'est la seule année depuis la guerre de 40 où la France était en récession, c'est-à-dire le contraire de la croissance. Au lieu de gagner de la richesse, elle en perdait. La seule année où la croissance était négative, c'est votre année. Comme partout en Europe, d'accord ? Comme partout en Europe. On était à moins 1,5. Répondez, parce que là on ne fait pas, on fait pas de la politique fiction. Comme partout en Europe. Je cite un chiffre simple. On était à moins 1,5, on est à plus 2,5. On fait 4 points de mieux que vous en croissance. Attendez, Monsieur Bayrou, prenons pas les Français pour des idiots. Je ne dis pas. On a eu une crise internationale. La France a fait moins mal. Attendez, je termine un instant. A fait moins mal que ses partenaires entre 1990 et 1993. L'un et l'autre. Si vous êtes d'accord, l'un et l'autre. Attendez, François Bayrou. Non, parce que je n'ai pas répondu à la question. Si vous êtes d'accord, l'un et l'autre.
concentrez-vous plutôt sur ce que vous proposez maintenant, plutôt que pour ce qui se passait en 93. Enfin, je suis d'accord. 4 points de différence, moi aussi je suis d'accord, mais quand même. Allez-y. Non, mais ne dites pas. On n'entend pas, sans sens, prendre un grand bol d'air, un membre de votre ancien gouvernement plaider pour cette croissance. Je reconnais qu'il y avait des circonstances atténuantes, il y en a toujours. Mais on était quand même au-dessus de nos partenaires, aujourd'hui en dessous de nos vous dites tour de vis. Moi, j'ai apporté un document d'aujourd'hui. C'est le document de la Commission européenne. Vous connaissez la Commission européenne. Jacques Delors en a été président. Oui, enfin, il n'y est plus. Non, mais enfin, il en a été président. Oui, d'accord. Avançons. Alors, j'ai fait grossir pour qu'on voit. Non, on ne verra pas. Les chiffres que la Commission européenne donne aujourd'hui. Et elle donne France, 3%. Allemagne, 3%. Plus intéressant, Portugal, 3%. Et l'an prochain, pour le Portugal, elle dit 2,7. Alors je dis deux choses. Première de ces choses, nous y sommes arrivés. On avait dit 5, 4 et 3, nous y sommes. Et donc, l'effort considérable que nous avons fait, il a porté ses fruits, c'est un document d'aujourd'hui et il n'est pas de nous. Deuxièmement, si le Portugal y est arrivé, la France peut y arriver. Et moi, je ne crois pas que ces efforts d'assainissement ne sont pas au-dessus des forces qui sont les nôtres. Et je veux ajouter un dernier point. Vous pouvez faire toutes les démonstrations que vous voulez. Jamais les Français ne comprendront que si véritablement cette équipe était en train de réussir, est-ce que vous croyez vraiment que le président de la République aurait dissous? Lui-même a dit, Martine Aubry, je ne suis pas sûr que nous restions dans les critères. On fera de la politique politicienne, il faut bien un peu. Non, mais attendez, très franchement, les Français, c'est pour ça qu'ils n'ont pas compris la dissolution. Avant de sortir, avant qu'on en revienne à la politique politicienne, je veux dire une seule chose, parce qu'il est juste et vrai de le dire. Et je le dis pas seulement comme militant européen, serais-je militant nationaliste, que je dirais la même chose, parce que c'est la vérité simple. Si nous n'avions pas ce projet de construire une monnaie européenne qui va rendre solidaire le continent, il faudrait faire des efforts plus importants encore. C'est-à-dire que la confiance que le monde est obligé de nous faire, parce que nous allons nous doter, nous Européens, d'une arme qui est l'équivalent de ce que le dollar est pour les Américains. Il faudrait, si nous n'avions pas ce projet, des efforts considérables pour éviter que les taux d'intérêt ne s'envolent et que le monde ne nous décide. Est-ce qu'on peut essayer de répondre? Je peux vous dire simplement, Monsieur Doublet a posé une question extrêmement simple. Est-ce que oui ou non l'euro se fera? Et je pense que c'est la question simple que les Français se posent. Est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez répondre à cette question? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le souhaitez? Oui ou non? Eh bien, moi je pense que l'euro doit se faire et peut se faire dans l'esprit de Maastricht. Et à la date prévue. Voilà, et à la date prévue, soit en négociant les critères, soit en faisant une autre politique économique qui nous y fait rentrer, sans aucun doute. Deuxièmement, on ne fait pas l'Europe pour avoir une monnaie unique, même si elle est indispensable pour éviter qu'on se fasse concurrence entre nos monnaies et pour que nous soyons plus forts. Bien sûr, on ne fait pas l'Europe pour ça. Pour recréer des richesses, bien sûr, pour redonner des emplois, pour aménager le territoire. Donc mettez en place un gouvernement économique, c'est prévu dans Maastricht, vous ne l'avez pas fait, et créez un grand pacte de croissance avec nos partenaires. C'était prévu dans le traité, on n'en parle plus depuis 2 ans, c'est quand même dommage. C'est ça l'Europe que les Français entendent. Et je prends les 2 journalistes qui sont là, témoins. C'est une victoire du gouvernement français. Oui, ça a été négocié par Pierre Bérégovoy, article 103 du traité de Maastricht. Attendez, nous avons obtenu le gouvernement économique, je prends ceux qui sont là à témoin, alors que personne ne sont pas témoins de moralité. Non, c'est pas de moralité, d'autant moins témoins que ce n'est pas vrai, si vous voulez. Ah si, à Dublin, nous n'avons rien demandé et nous n'avons pas eu. Le gouvernement économique que personne ne voulait donner. La réponse est oui pour tous les deux, c'est-à-dire l'euro se fera à la date prévue. C'est sûr. Ce sera un bienfait pour les usines françaises, ce sera un bienfait pour les gens qui y travaillent, et arrêtons de nous cacher derrière notre petit doigt, c'est un moyen et c'est pas plus. Monsieur Doublet, vous avez enfin une réponse à peu près claire à votre question ou pas? Oui, on reste un peu dans le principe d'incertitude, c'est pas là une réponse d'une clarté absolue, mais enfin on peut penser que ça finira bien par se faire. De toute façon, c'est la vie, et si on veut de la croissance et créer des emplois, on a besoin de l'euro. Bon, c'est quelque chose à quoi vous souscrivez tous les deux? Évidemment, évidemment. Monsieur Doublet a raison et c'est un exemple vivant de ce que ça veut dire d'être un chef d'entreprise européen et international. Alors, vous me permettez une réflexion en une phrase sur ce que Monsieur Doublet a dit. Si c'est une phrase, c'est parfait. Une des plus grandes, comment dirais-je, trahisons que nous sommes en train de vivre quelquefois, c'est qu'on présente aux Français, et singulièrement aux Français qui ont besoin de travailler dans les entreprises,
le projet européen comme une menace alors que c'est une chance. Et il faut que ceux qui croient à l'Europe se décident enfin de dire tout fort, tout haut, que c'est une chance extraordinaire en termes économiques et en termes de société. Attendez, comme Martine Aubry est un petit peu en retard et comme nous arrivons à la fin de cet échange, je vous demanderai simplement de répondre en quelques mots et vraiment en une minute de dire à votre avis au fond pourquoi vous pensez que la gauche, je vais y arriver, va gagner ces élections. Est-ce qui vous semble le plus important? Eh bien, tout simplement, je pense que la gauche va gagner parce qu'aujourd'hui, les Français ont le sentiment profond que notre système ne fonctionne pas et qu'il ne faut pas continuer vers une société où le chacun pour soi et que le meilleur gagne l'emporte. Il faut une société où on réintègre nos valeurs, celles de l'Europe d'ailleurs, celles de la France, de solidarité, de générosité. Il faut une société où on reparte des besoins des Français pour créer des emplois. C'est des biens collectifs, c'est des services aux personnes, c'est l'aménagement du temps de travail et il faut une société où on vive mieux ensemble avec des valeurs, encore une fois là aussi de solidarité, où chacun puisse avoir accès à la culture, où nous remettions une place pour les jeunes et où dans ce pays on se décrispe, on n'ait plus peur de l'avenir, moins de haine, moins d'intolérance. Il faut remettre ce pays en mouvement. Alors, je crois que nous avons des pistes, même si nous n'avons pas réponse à tout. C'est pour ça que je pense que les Français... Un quart de phrase pour François Bayrou et ensuite il faudra qu'on arrête. La majorité gagnera parce qu'elle propose de réconcilier le réel et la générosité. Et qu'on ne peut pas faire de générosité si on oublie le réel. Certes. Merci à l'un et à l'autre. Voilà, merci. Prochain rendez-vous tout au long de ce week-end dans les journaux. Tous les soirs, vous retrouverez un invité politique qui répondra aux questions importantes de cette campagne. Et puis, donc, à bientôt. Bonsoir, merci. Bonsoir.